Alors, bienvenue dans ce tout nouveau vlog, le 53e, donc après ma première année Booktube. Alors, me voici en ce lundi fin de journée à l'heure des moustiques. Vous allez en voir plein autour de ma tête. Je vais essayer de ne pas m'interrompre, mais j'ai vraiment envie d'être dehors plutôt qu'être à l'extérieur. Ça commence vraiment bien un vlog. Il n'y a rien de mieux. D'être dehors plutôt qu'être à l'extérieur. D'être dehors plutôt qu'à l'intérieur. Mais bon, j'ai peut-être pas choisi mon moment de la journée. C'est comme ça. C'est l'heure ici où les moustiques surgissent dans ma cour un peu boisée. Alors voilà. Donc, voici. Je commence ce nouveau vlog avec, en fait, aucune lecture en cours. C'est pas exactement vrai. OK. J'essaie de me trouver un livre audio. Je vous dirais que je suis encore dans mon défi littéraire mis de l'avant par Alex Bouquin-Prada, Parlant des routes. Ça me motive super gros. À date, j'aime bien ça. C'est des livres que j'ai vraiment envie de lire. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas suffisamment de temps que je peux consacrer à la lecture d'un objet physique, là, donc que ce soit numérique ou un livre papier. Je travaille quand même à temps plein, puis j'ai quand même une vie autour. Donc, je prends le temps de lire, mais ça me prendrait peut-être un petit peu plus d'heures que ce que j'ai maintenant pour être capable de venir à bout de cette pile-là. Donc, j'essaie le plus possible de trouver des versions audio. Mais là, dans les livres qui me restent, j'ai un Becky Chambers que je vais essayer de me trouver en audio. Je le garde peut-être pour la fin, celui-là, on va voir. Mais les autres, je ne les ai pas trouvés en audio, donc c'est un petit peu plus difficile pour moi. Puis, comme j'ai vraiment pris l'habitude de faire mes déplacements avec un livre audio, c'est très difficile pour moi maintenant de conduire sans livre audio. On dirait que je me sens comme un petit peu déstabilisée. Ben écoutez, je me suis rabattue sur la relecture d'un bon vieux classique que peut-être certains d'entre vous connaissent et d'autres moins. Peut-être du côté de l'Europe, pas du tout encore, mais de toute façon, je crois que Monsieur Toussaint Louverture veut remédier à cette situation. Donc, c'est la fameuse série Emily of New Moon de Liz Maud Montgomery. J'avais commencé la lecture, la relecture du tome 1, je crois, je me souviens plus, peut-être au printemps ou au début de l'été. Et c'est une trilogie. Et on va suivre Emily de la Nouvelle Lune, donc Emily of New Moon, qui va devenir très jeune orpheline de père et qui va être accueillie par deux de ses tantes et un de ses oncles qui habitent à la Nouvelle Lune, donc la maison qui s'appelle New Moon. Et elle, c'est une enfant imaginative. Bon, elle n'est pas sans rappeler Anne, mais on n'est pas dans la même on est dans le même genre, mais on n'est pas tout à fait dans le même truc que Anne. C'est une créative, c'est une enfant qui a une sensibilité particulière, qui a l'impression même des fois qu'elle arrive à soulever le pan qui voile un petit peu l'au-delà, entre guillemets, la beauté du monde, bref. Et c'est une jeune fille qui veut être écrivaine depuis tout petit, qui décide d'être poétesse depuis tout petit. Elle écrit, elle fait ça depuis qu'elle est jeune. Évidemment, elle va arriver dans cette famille-là, à la Nouvelle Lune, avec des gens qui sont bienveillants et tout ça, mais qui sont très traditionnels. En fait, plutôt la matriarche, là, qui est Elizabeth Murray, qui est très traditionnaliste. Donc, pour elle, imaginaire no nonsense, là, elle est vraiment plus Marilla Cuthbert, mais avec l'orgueil en plus, je dirais, là, vraiment le côté très, pas dogme, mais comme un peu. En même temps, on a un petit peu l'espèce de rôle un petit peu l'équivalent de Marilla là, qui est là. Et sinon, il y a Laura et Jimmy qui sont quand même plus sensibles à ça, mais qui n'osent pas trop encourager Emily dans ça parce qu'ils savent qu'Elisabeth n'est pas d'accord. Bref, elle va tomber là-dedans. Donc, ça ne sera pas toujours facile pour Emily d'évoluer là-dedans, mais en même temps, elle aurait pu tomber tellement plus mal dans sa famille parce qu'il y a des gens qui sont comme terribles. Donc, on la va évoluer là. Elle va arriver, elle a, je ne sais pas quel âge elle a, 8 ans peut-être. 8 ans, je pense. Puis là, elle va rencontrer 2-3 amis qui vont devenir ses amis tout au long de la série. Là. On va avoir Teddy, Ilse et Perry, qui ont tous des backgrounds différents. Donc, ça va devenir une espèce de quatuor de l'enfer. Et donc, dans le premier, on la voit plus comme, dans le fond, jusqu'à peut-être 12-13 ans. Puis bon, là, je vous rappelle qu'à l'époque, 12, 13, 14 ans pour une femme, c'était pas mal déjà presque le début de l'âge adulte parce que souvent les femmes allaient pas se marier peut-être à 15-16 ans, puis sinon elles allaient étudier de toute façon peut-être un an si elles étaient chanceuses à l'école secondaire ou pour enseigner. Bref, on va retrouver dans le tome 2 Emily qui a 13, bientôt 14 ans et qui maintenant a eu une évolution dans son autonomie à la Nouvelle Lune. Je vous en parlerai pas trop pour ceux qui l'ont pas lu. C'est des petites victoires quand même qu'elle a eues, un peu plus, disons, d'intimité, on va dire ça comme ça. Et on va la retrouver. Ça va encore être une fois un mélange de passage à l'adolescence, un mélange de
d'évolution de l'âme, un mélange de grandes joies, de grandes déceptions, surtout de grandes aspirations créatrices. Donc, on va beaucoup la voir essayer de travailler fort pour justement être une meilleure poète avec un de ses professeurs qui est un petit peu bourru, mais qui la pousse vraiment au maximum, Monsieur Carpenter. Puis, on va également voir le début de, qu'est-ce qui est amitié, qu'est-ce qui pourrait être amour. Émilie, c'est un personnage qui est très... elle a quelque chose dans son petit regard, un petit quelque chose de lumineux, un petit quelque chose de vif. Donc, elle va attirer quand même les autres sans nécessairement tout à fait toujours s'en rendre compte. Donc, on est là-dedans un petit peu plus. Puis, on va aller, c'est peut-être le tome qui fait un petit peu plus le lien vers potentiellement sa vie d'étudiante. Donc, si on regarde, disons, la série des Anne, c'est peut-être l'équivalent de Anne quitte son île au domaine des peupliers, kind of, là, puis Anne de Redmond. C'est vraiment... Mais c'est pas aussi long, c'est une trilogie. Puis je vous dirais que la différence avec Anne, c'est qu'on va prendre Émilie beaucoup plus jeune, elle va avoir 8 ans, ce qui fait que son espèce d'hyper-créativité est peut-être plus adéquate dans le sens où, à 8 ans, on est démesuré comme ça, donc c'est correct. Puis là, on la voit évoluer, puis je pense que c'est peut-être... Moi, des fois, j'aime beaucoup les Anne, mais j'ai presque préféré la série des Emily of New Moon depuis presque tout le temps. Donc, voilà. Mon Dieu, quelle grande mise en contexte. Ça pour vous dire que, comme j'avais pas trouvé de livre audio pour le moment, je me suis dit, plutôt que de rien écouter, je vais être en mode relecture du tome 2, donc qui s'appelle Emily Climbs. En anglais, c'est Emily Climbs. En français, c'est Emily la Nouvelle Lune, tome 2. Il n'y a pas de sous-titres. Et donc, j'ai poursuivi ça dans la voiture. Puis là, je me demande si, pour un bout, je vais peut-être pas faire ça, justement. C'est un livre que je peux prendre et... C'est une relecture, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. J'étais vraiment comme ado, je pense, quand j'ai lu la dernière fois, ou peut-être fin de l'adolescence, je me souviens plus. Donc, ça fait quand même longtemps, mais je m'en souviens vaguement. Je sais juste pas je me souviens de pas mal de tout, mais je sais pas qu'est-ce qui est dans quel tome, dans le fond, finalement. Donc, c'est toujours un peu une surprise pour moi. Mais bref, c'est un livre que je peux quand même mettre de côté. Donc, si jamais, entre-temps, cette semaine, je trouve une lecture que j'aimerais faire en livre audio, je vais juste simplement mettre sur pause le Émilie la Nouvelle Lune, le tome 2, puis poursuivre ma lecture audio. Alors voilà, ça c'est en cours. Et sinon, je suis tombée tout à l'heure sur un croque-livre impromptu que j'ai regardé. Puis de ce temps-ci, je trouve pas grand-chose, puis je veux pas non plus en rajouter pour rien dans ma bibliothèque parce que ça déborde vraiment. Je me suis laissée emporter dans les derniers mois. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'était à la fois des livres neufs puis des livres usagés ou des livres trouvés en croque-livre. Donc là, j'ai vu celui-là, puis c'est juste que le nom, en fait, me disait quelque chose parce que c'était Sylvain Tesson. Donc, Sylvain Tesson, qui, je crois, était connu... Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est La Panthère et d'autres de ses livres, mais c'est peut-être écrit même dans la... entrée en matière. Qu'est-ce qu'on a ici? Chez Pocket... Bon, peut-être pas finalement, mais bref, ce nom me disait quelque chose et j'ai eu envie, désolée pour le son, j'arrive toujours aussi à l'heure où on tond le gazon. Donc, ici, dans le fond, ce que j'ai vu, c'est que ça s'appelle, Géographie de l'instant de Sylvain Tesson et c'est une espèce de recueil de voyage. Donc, je vais vous lire à l'arrière qu'est-ce que ça dit. Sylvain Tesson est un étrange voyageur qui mêle les enseignements de la forêt au murmure des livres, un géographe du temps et du rêve intérieur. Ces carnets de bord sont les chapitres d'un roman d'aventure dont l'action se déroule dans les maisons de bois de Mandchourie, les ruines d'Haïti, le luxe de Madison Avenue, les pentes afghanes ou celles des Cévennes. Leur titre serait « Chose vue », une histoire de l'instant vécu. Marcheur invisible, vagabond des frontières, il a compris que le seul espace où l'on peut se connaître vraiment se situe dans les lisières, les entre-deux, les chiens et loups, les solitudes. Cet ouvrage est aussi une leçon de sagesse et d'humour. Il nous invite à partir, à parcourir les lieux magiques de l'enfance et de l'esprit, à la poursuite de la beauté et du plaisir. Donc, ça a l'air d'être des petites plaquettes, ça a l'air d'être des moments chronologiquement placés. Donc, c'est des choses qui font peut-être, je sais pas, c'est des petits blocs de notes, peut-être 2-3 pages par date environ. Donc, je me suis dit que c'était quelque chose que je pouvais... glisser quelque part dans une lecture en continu. Donc, ça m'a tenté. Il était en super état. Je me suis dit, écoutez, je vais l'essayer. Si je vois que ça reste trop longtemps dans ma palle, je le mettrai en croque-livre moi aussi. De toute façon, je ferai circuler. Alors, voilà. Quelle longue introduction, encore une fois, pour ce nouveau vlog. Je me suis pas encore tout à fait dévorer par les musiques, mais comme vous avez pu voir, j'ai vraiment
J'ai vraiment proposé une chaude lutte. Alors, écoutez, on va tout de suite démarrer le tout et je vais vous dire, allez, on se lance! Eh bien, bonjour. Alors, je vous prends rapidement en direct de la Studio Mobile, comme d'habitude. En fait, on est vendredi. J'ai eu encore une fois une drôle de semaine un petit peu au niveau personnel, au niveau énergie. Pardon. Et la concentration n'était pas super là pour la lecture. Donc, pour le moment, je suis encore dans ma lecture audio. Relecture, mais audio, du deuxième tome de la série d'Emily, de la nouvelle lune, donc Emily Climbs. Et j'aime bien, c'est rassurant, c'est super bien écrit. Puis en audio, la dernière fois, j'avais lu par moi-même, mais là, c'est bien de se le faire raconter. La narratrice, j'avais commencé avec une version dont la narratrice était vraiment pas excellente. Puis finalement, j'ai changé, j'ai décidé d'investir un peu plus pour la version. Puis là, je suis vraiment sur une excellente narratrice, donc c'est intéressant. Dans ce deuxième tome-là, on va suivre Emily qui va aller à l'école secondaire, en fait, à l'époque, c'est un peu l'équivalent de Queens, donc c'est comme, je pense, 14-17 ans à peu près, à Shrewsbury, avec toujours sa gang d'amis du tome 1. Donc, Ilse, Perry et Teddy. Et ça va être sa vie de jeune femme, sa vie de souhait d'émancipation, mais surtout sa vie de création littéraire. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça, si jamais vous n'avez jamais lu cette série-là, ça vaut la peine parce que on est quand même un peu ailleurs qu'avec Anne. Il y a vraiment un axe qui est vraiment pointé sur la création littéraire. Puis bien sûr qu'il y a des petites affaires d'amitié puis d'amour qui débouchent pas nécessairement puis tout ça. Donc ça nuit pas, mais c'est intéressant. Donc dans le deuxième tome, on est quand même déjà avec une Émilie beaucoup plus, en fait, à l'âge préadolescent, mais à cette époque-là, c'était quasiment l'âge adulte. Donc on est beaucoup dans la candeur du passage à l'âge adulte, mais quand même avec un peu une réflexion intéressante et tout ça. Donc ça me plaît bien. J'ai juste pas commencé d'autres lectures. Et je vous dirais, pour bien vous admettre le tout, pour ceux, je vais faire une petite parenthèse non livresque, mais pour ceux qui n'auraient pas... j'ai fait, en fait, quelque chose que je fais jamais. J'ai vu une série sans avoir lu le livre et c'est assez rare que je fais ça. Mais on m'a proposé récemment, je suis en retard sur tout le monde, de voir la série Good Omens avec David Tennant et Michael Sheen, entre autres, qui est adaptée du roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett, donc deux un peu zigotos intéressants de la littérature. Et ma foi, j'ai terminé la saison 2 récemment. Elle vient tout juste d'être disponible pour visionnement. Et comme je ne veux pas divulgacher à personne si vous ne l'avez pas lu, je peux vous dire que c'est aussi enlevant, mais que la fin est incroyablement bouleversante. Puis en fait, ça m'a fait exactement l'effet, puis c'est vraiment rare que ça me fait ça avec des séries, mais ça fait exactement l'effet de quand je suis dans une bonne série livresque et que j'arrive à la fin, que je me suis tellement attachée au personnage qu'il y a une chute que je vois pas venir ou que j'espère qu'il va se passer ou pas se passer, puis que là, ça me met tout à l'envers. Puis moi, je suis une petite éponge. Je vis les émotions par procuration dans ce cas-là. Puis écoutez, je suis un peu sur cette bulle-là en plus, donc j'ai plus ou moins d'énergie en ce moment. Puis là, il y a cette bulle-là qui est arrivée. Fait qu'on dirait que j'arrive pas vraiment à me plonger dans une fiction autre. Mais Lucy Maud Montgomery, c'est bon, ça me ramène tranquillement vers des personnages auxquels je m'identifiais énormément quand j'étais petite. Et c'est quand même très lumineux comme série, donc c'est bien. Ça va peut-être me sortir un petit peu de ma période un peu de marasme et tout ça. Mais bon, c'est sûr que là, je suis en relecture, donc j'ai pas beaucoup d'autres trucs. Je fais pas vraiment avancer mes défis, mais je voulais quand même vous dire ça parce que, tu sais, c'est ça la vraie vie aussi, là. Je veux dire, ça se peut que... Je me suis même posé la question alors que le dernier vlog, je vous ai dit « Ah, ça fait 1 an que je fais des booktubes, je vais continuer. » Puis là, cette semaine, j'étais au niveau de me dire « Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire à toutes les semaines et tout ça? » Donc, c'est pas grave, je passe par quoi les questionnements que tous les booktubers ont eu, je pense, dans les dernières années. Mais je verrai, il n'y a pas d'obligation. Si jamais je vois que j'ai pas assez pour une semaine, j'en ferai quand j'ai envie. Mais je veux surtout pas tomber dans une panne de lecture en raison de mon état. Donc, je vais vraiment y aller avec des choses qui sont qui me tentent absolument. Donc, sans nécessairement avoir des plans. Mais ce que j'aime bien, c'est que mon restant de pas en déroute, à part le fait que j'ai pas le temps vraiment de prendre le temps de les lire en papier parce que je les ai pas en numérique, ce sont tous des livres presque qui me tentent. Sauf peut-être, là, je me suis rendu compte, j'ai commencé le roman épistolaire que j'avais prévu, qui était L'appartement du déçu, qui m'avait l'air super prometteur. Puis on dirait que j'embarque pas, fait que je vais voir, peut-être que je vais peut-être remplacer ça par le tome 2 d'Emily Climbs, parce qu'en fait, c'est un roman journal intime, donc c'est pas épistolaire dans le sens qu'il n'y a pas
Elle s'adresse à son journal intime, mais c'est quand même ce principe-là, c'est sous forme d'entrée, comme si c'était vraiment un échange littéraire. Donc, ça pourrait peut-être rentrer. Je préfère ce truc-là pour m'encourager, mais en fait, sinon, je vais essayer vraiment de me trouver des lectures qui m'amènent le sourire puis qui me font voguer sur les bonnes vagues, disons, dans les prochains jours. Alors voilà, je ne vous parle pas plus longtemps. Je vais retourner au boulot, mais je voulais juste vous faire une petite mise au point pour pas que ça vous inquiète. Ça vous inquiète peut-être pas. Puis je vais prendre dès que je peux. Et bonjour et bienvenue dans la studio mobile, encore une fois. Alors, je vous fais un petit coucou parce que je voulais vous parler de quelques petites lectures que j'ai faites quand même entre-temps cette semaine. Alors, tout d'abord, comme vous venez de voir, j'ai découvert par hasard un autre album de Barou. Oui, je sais. C'est chez Motus, je crois. Donc, l'autrice, c'est Véronique Foz, si je me souviens bien. Le titre, c'est Un éléphant dans un chapeau. Donc, on va y retrouver un jeune garçon qui s'appelle Pierrot qui avait une super relation avec son papa qui faisait comme un peu de magie et tout ça. Et puis son papa, on comprend qu'il est décédé subitement, donc il a disparu rapidement de sa vie. Et le petit garçon essaie de développer ses talents de magicien pour essayer de faire réapparaître son père. Donc, ça fait paraître un peu... C'est pas un petit garçon de 4 ans, là, il est quand même un peu plus vieux, mais on sent vraiment qu'il y a comme un besoin de ça. Puis là, il va se pratiquer à faire apparaître des choses. Puis tout au long de l'histoire, on va voir que, oui, il y a les trucs de magie, puis il est conscient que la magie, c'est des trucs. Fait qu'il sait que c'est pas cette magie-là qu'il a l'impression que son père faisait, c'est vraiment de la vraie magie de faire apparaître des choses qui n'étaient pas là avant. Sans entourloupe, et il va essayer, et il va faire de plus en plus apparaître des choses qui, à son avis, n'étaient pas là du tout. Évidemment, comme les yeux de l'extérieur, on comprend qu'il y a des explications pourquoi soudainement les choses n'étaient pas là, puis là, ils sont là. Donc, on n'est pas nécessairement dans le fantastique, mais à hauteur d'enfant, c'est sa façon à lui de gérer son deuil, mais de façon comme proactive et positive, mais pas nécessairement en mode désillusion. On sent qu'il est comme à moitié conscient, lucide et à moitié qui a comme un peu la foi en lui-même, d'essayer de jamais oublier son père puis de le faire éventuellement un jour réapparaître. Donc, c'est tout doux, c'est tout remuant, c'est vraiment intéressant. Le visuel de Barou est toujours aussi sublime. Dans ce cas-ci, comme on vogue sur la limite du réel et de l'imaginaire, sur les émotions, c'est tout à fait approprié. Donc, vraiment une belle façon d'aborder le deuil, je trouve, en sortant un peu des ornières classiques d'un album avec un message dédié. Bien entendu qu'on comprend que c'est un peu ça l'idée, mais c'est vraiment l'enfant qui se prend en charge lui-même. Donc ça m'a beaucoup plu. Alors, album très chouette que j'ai bien découvrir. Ensuite, je suis passée à la Bibli aujourd'hui parce que j'avais une réservation d'arrivée qui est la fameuse adaptation en roman graphique une opus de Georges Simenon qui n'est pas en fait Les Maigrets et qui fait partie de la série. Je me souviens plus. Petit roman noir, Simenon et ses romans durs, quelque chose comme ça. Puis dans le fond, le premier, c'est Le Passager du Polar Lys et ça, c'était adapté chez Dargaud. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Février 1930, le SS Polarlis quitte le port de Hambourg pour rallier l'extrême nord de la Norvège. Ce vapeur est le seul lien entre la civilisation et les villes et villages qui jalonnent la côte norvégienne jusqu'au cercle arctique. Pour le capitaine Petersen, ce devrait être un voyage de plus sans histoire, la routine des tempêtes hivernales. Mais le marin doit se muer en enquêteur quand il découvre qu'un meurtrier se cache à son bord. Donc ça me disait bien, je l'avais vu passer chez une des booktubers que j'écoute régulièrement, je me souviens vraiment plus c'est où. Je vais montrer peut-être quelques plages. C'est un visuel qui est un peu audacieux, un peu comme, je dirais, effacé. On dirait que c'est presque faux fusain ou crayon gras, qu'on a eu un petit moment de frottement sur les images. Ça fait un peu vieillot. Ouais, j'essaie d'en trouver un autre qui est assez similaire. J'essaie de voir si... Donc voilà, ça faisait un peu penser, c'est quand même assez chargé, comme c'est une adaptation vraiment graphique, un peu au Tintin, entre guillemets, dans le sens que, tu sais, les petites bulles sont bien, ou aux adaptations en roman graphique des Agatha Christie. Mais j'ai bien hâte de découvrir ça. Je crois que je n'ai jamais encore lu de Maigret. J'ai commencé plein de fois, de Georges Simenon, en fait, là, et j'ai jamais vraiment réussi. J'en ai vu en adaptation visuelle, mais en adaptation vidéo, mais bon, c'est pas la même chose nécessairement. Puis là, j'avais envie de lire un Simenon, donc voilà, je me suis réservé ça et je le découvrirai. Et enfin, en termes de livre audio,
Comme ma semaine, je vous en ai parlé un peu au niveau émotionnel, c'est pas la meilleure semaine de la vie. Puis que je suis pas encore vraiment sortie, on dirait, de cette espèce d'état de être complètement plongée dans une espèce de mon univers, avoir de la misère un peu à me sortir de mon univers personnel, d'émotions, de changer d'univers imaginaire et tout ça. J'ai décidé, en fait, comme j'avais terminé le tome 2 de Émilie la Nouvelle Lune, Emily Climbs, et que j'avais beaucoup aimé, puis que je voulais comme savoir qu'est-ce qu'elle allait se passer, de tout simplement terminer la trilogie dans ce vlog. Donc, je suis en train de lire le dernier tome de la trilogie qui est Emily's Quest. Conclusion également. Et puis, bien évidemment, moi, je sais, là, je me souviens un peu plus de qu'est-ce qui va se passer. Mais la narratrice, comme je vous dis, je vais essayer de vous remettre le nom, peut-être, je vais vous le mettre ici. Elle est vraiment excellente. Donc, pour moi, c'est vraiment comme si je me faisais raconter une histoire du soir, mais en continu. On est un petit peu plus dans ce tome-là. Bon, on va retrouver Emily qui je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un tome 3, puis ça suit, puis il y a vraiment des évolutions qui se passent. Mais on retrouve Emily qui est à peu près à 21 ans. Puis on va la retrouver plus dans... elle fait avancer sa vie professionnelle, sa vie de créatrice littéraire, mais sa vie personnelle, c'est le tome où le diable est aux vaches, comme on dit. Ça va pas très bien, dans le sens où elle va se lancer un peu partout, elle va se laisser porter par son cœur, mais en même temps, est-ce qu'elle sait vraiment qu'est-ce que son cœur va lui dire? Donc, on est un petit peu plus dans la romance, entre guillemets, mais ça reste quand même avec... on va suivre un petit peu moins peut-être les personnages qu'on avait au début dans le tome 1 et qu'on pouvait voir dans le tome 2. Donc, ses amis sont là, mais un peu en in and out. En même temps, sans trop révéler, ça a comme un peu un rapport aussi avec le fait de ses questionnements sur sa vie personnelle. J'en dirai pas plus. Mais c'est vraiment intéressant parce que, bon, évidemment, sa réflexion qu'elle a sur elle-même puis par rapport à son évolution dans la vie, c'est drôle parce qu'elle a 22 ans puis on a l'impression qu'elle est vraiment en train de faire comme un bilan, je dirais de la trentaine peut-être ou même de la quarantaine, mais il faut pas oublier que c'est 22 ans à l'époque où ça a été écrit au début 1900. Puis c'était quand même une autre époque, là. Je veux dire, à 22 ans, les femmes, la majeure partie des femmes étaient mariées et avaient déjà des enfants, une famille en route, puis ça ne vivait pas non plus jusqu'à 90 ans. Donc, je peux comprendre que la réflexion qu'elle avait à ce moment-là, à l'époque, elle était plus du tout, le principe du jeune adulte, ça n'existait pas. Elle était adulte, puis elle avait à faire ces constats-là. Mais bref, voilà. Donc, pour le moment, ça me plaît toujours. On est quand même pas mal dans la romance, par contre. Et ça me convient parce qu'en ce moment, on dirait que je serais pas capable d'avoir des romances légères, là, c'est pas ça. Mais je suis un peu dans le mode, on dirait que je recherche un peu les émotions extrêmes, là, les principes des amours impossibles. C'est rare que ça m'arrive, mais là, je suis dans ce mood-là. Puis, ben, c'est sûr que là, on est quand même dans des structures assez typiques de amis, amoureux, triangle amoureux, ces genres de structures-là. Donc, ben voilà, ça me plaît bien. Alors voilà, écoutez, je continue ma lecture, puis je vous reviens dès que je peux. Si j'ai d'autres lectures que j'insère un petit peu dans ce drôle de vlog de cette semaine, ben voilà. On se reprend bientôt! Eh bien, bonjour! Alors, me voici en ce lundi quelque chose où, ce lundi 21 août, voilà, pour vous faire un petit coucou, parce que j'ai avancé, en fait, j'ai terminé des lectures et je voulais vous en parler. Donc, comme prévu, j'ai terminé hier le dernier tome de la trilogie Emily of New Moon, c'est-à-dire le tome qui s'intitule Emily's Quest. Et ma foi, ce fut sympathique. Ça faisait longtemps quand même. J'ai dit que ça faisait depuis que j'étais ado que je les avais pas lus, mais c'est pas vrai. En fait, je pense que je les ai près aux 10 ans. J'ai remarqué sur Goodreads que je les avais lus la dernière fois, il y a 10 ans. Et c'était très bien dans mon souvenir. Et je me souvenais pas que ce troisième tome-là était satisfaisant en termes de chute, dans le sens que les choses... c'est un tome où les choses s'en mêlent et se détricotent et se retricotent et tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin, à savoir... les choses vont-elles se tricoter enfin dans le bon motif? Mais
c'est quand même très axé sur la romance et c'est correct, c'est dans le sens que c'est adéquat parce que, bon, comme je vous disais, on va retrouver cette fois-ci Emily qui est dans la vingtaine, puis ça va quand même aller jusqu'à, pour l'époque, assez tard, je pense qu'elle est jusqu'à 25-26 ans. À l'époque, 25-26 ans, c'est des gens devaient déjà avoir 3-4 enfants et mariés, tout ça pour les femmes. C'était pas très courant qu'une femme demeure, entre guillemets, vieille fille et se consacre à un emploi, un travail qui était dans le cas d'Émilie, la création littéraire. Donc ça, c'était super intéressant, puis c'est normal que, bon, elle se posait quand même des questions par rapport à elle-même, par rapport à son but dans la vie, par rapport à qui elle voulait qui l'entoure, qui elle voulait qui l'accompagne. Puis elle passe par tous les affres de l'indécision humaine par rapport à ses sentiments et tout ça. Donc, c'est correct, c'était super bien écrit. C'est juste que j'avais quand même pas remarqué que dans ce troisième tome-là, maintenant que je le lis à l'âge que j'ai maintenant, là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de marasme, de plaintes, de choses sans issue qui sont quand même assez lentes à s'installer. Donc, peut-être que par rapport aux autres tomes, celui-là, il est vraiment un petit peu plus dans l'introspection et la déception amoureuse. Donc, peut-être qu'il y en a que ça va déranger, mais en tout cas, j'ai quand même trouvé ça bien. Puis, on voit quand même bien évoluer les personnages. Puis, je trouve que pour une trilogie qui fait quand même un pan assez large, qui couvre un pan assez large de vie, donc on va suivre Émilie à partir de 8 ans jusqu'à 26-27 ans à peu près, en 3 tomes, donc je trouvais que c'est quand même bien ficelé. Ça m'a un petit peu... J'ai bien aimé ça, mais ça m'a... À l'époque, jadis, il me semble que c'était pour moi un coup de cœur, le tome 3, puis là, je vous confirme que c'est pas le cas. Dans les 3, je pense que j'aime vraiment beaucoup le premier puis le deuxième tome. Le troisième, je l'aime bien, puis il est nécessaire parce qu'on veut donc savoir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est pas nécessairement mon préféré, il est correct. Comme je vous dis, j'aime vraiment beaucoup. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'accent majeur qui est mis dans cette série-là sur les ambitions littéraires d'Émilie, puis de comment ça fonctionne, comment on décrit aussi beaucoup on décrit beaucoup le long chemin d'envoi de manuscrits, de refus de manuscrits. Je trouvais ça quand même intéressant parce que c'est un peu par là qu'est passée aussi l'autrice, Lucy Maud Montgomery. Elle n'a pas eu la vie joyeuse de Anne, ses personnages, elle n'a pas eu une vie très joyeuse, en fait, Lucy Maud Montgomery. Puis ça a été quand même assez long. Elle a eu des offres de problématiques par rapport aux droits d'auteur dans le temps. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'époque, quand même, ce livre-là qui a été mis de l'avant, c'était quand même un livre qui était peut-être pas féministe, mais ça mettait de l'avant des personnages féminins forts, Émilie puis Ilse, qui poursuivent des carrières qui, à l'époque, n'étaient pas donc dans les arts, puis dans les arts de la scène. C'était vraiment pas bien perçu. Et qui réussissent. Bon, bien sûr, il y a quand même l'aura de éventuellement le statut matrimonial va finir par arriver, mais c'est jamais une fin en soi pour elles, ces deux-là. Donc, je trouve ça super intéressant comme opus. C'est pour cette raison-là, je pense que je l'aime tant, cette trilogie-là. C'est que vraiment, on sort un peu du convenu. Même si de l'extérieur, ça a l'air d'être quand même un récit qui a des parentés avec Anne, qui est très bienveillant, qui est très dans la romance. Mais dans le fond, quand on regarde comme il faut, on est vraiment dans un roman matriarcal. Même les dames qui habitent à la Nouvelle Lune, c'est Tante Elisabeth et Tante Laura, et avec Jimmy, mais Jimmy a des petites problématiques, là, il y a des petites limitations qu'il a eues en raison d'un accident, puis c'est vraiment un peu l'équivalent de Matthew Cuthbert, là, parce que dans le fond, il est comme près du cœur, mais on sent qu'il n'est pas nécessairement un homme de grandes paroles. C'est pas lui qui va prendre nécessairement les décisions, même s'il voudrait bien le faire. Ça va vraiment être les deux femmes de la maison. Et puis, on est vraiment dans cet univers-là qu'on va suivre. Donc, je trouvais ça très intéressant. Donc, une excellente relecture, bien contente de l'avoir faite. Je vais encore attendre un autre 10 ans avant de la relire, sans doute. Puis, j'ai bien hâte de voir si finalement, M. Toussaint Louverture va proposer une traduction pour que ce texte-là soit enfin redécouvert, parce qu'en fait, comme je vous disais, je me suis rendu compte que en français, il est encore disponible dans les vieilles éditions Pierre Tissard, qui sont en fait épuisées, mais c'est disponible en bibliothèque pour ceux qui les ont gardées. Puis sinon, dans le fond, moi, je les ai lus en livre audio, puis ils existent en anglais, mais en français, c'est peu disponible, en fait. Au Québec, c'est plus disponible à l'achat. Je pense qu'en Europe, c'est pas du tout connu. Je suis désolée si vous entendez des gratouilles, c'est mon chat qui est comme dans sa phase de chat cranky du matin.
En tout cas. Donc voilà, alors j'espère bien qu'il va y avoir une ouverture par rapport à ça. Sinon, j'ai lu un autre livre de ma parent déroute et ça a été vraiment une lecture assez déroutante. C'est assez dense. C'est le fameux, sur recommandation de Alex Bouquin-Prada, My Aunt is a Monster de Rimenayi, celle qui avait fait Séance Tea Party. Je vais mettre la couverture. Puis, comme je vous avais dit, là, ce qu'on va suivre dans cette histoire-là, c'est assez particulier. On va suivre Safia, qui est une jeune fille qui a grandi avec ses parents dans une librairie. Une jeune fille qui a, entre autres choses, mais qui a une limitation parce qu'elle est aveugle. Mais, dans le fond, pour elle, dans l'histoire, ça fait vraiment partie de sa vie. C'est pas... L'accent, elle est autonome, les parents lui lisaient des histoires, elle a un petit enregistreur pour quand elle veut écrire des choses, elle a des livres audio, tu sais, c'est vraiment comme un personnage qui est positif par rapport à ça. Mais malheureusement, le sort va s'acharner sur elle. Il va avoir on comprend qu'il va y avoir un grand incendie qui va se passer à la librairie et malheureusement, elle va perdre ses deux parents et il va se ramasser dans un genre d'orphelinat parce qu'on n'arrive pas à trouver nécessairement des gens qui sont... de sa famille proche qui habite plus près, parce qu'on comprend qu'elle vient peut-être du Moyen-Orient, mais que là, elle est potentiellement, je sais pas où, en France, en Europe, en Angleterre, je n'ai pas réalisé où c'était. Et finalement, on va finir par mettre la main sur une de ses tantes, c'est sa tante Whimsy, qui va finir par, dans le fond, accueillir la jeune fille chez elle. Et lorsqu'elle va arriver là-bas, les personnes qui s'occupent de la protection de l'enfance vont dire « Oh mon Dieu, mais c'est vraiment cette maison-là. » Puis dans cette maison-là, il y a déjà eu des rumeurs qu'il y avait un monstre qui habitait là. Puis bon, en même temps, ils sont accueillis par une genre de bonne à tout faire qui a l'air super sympathique. Puis c'est elle qui a une procuration pour tout gérer les affaires de la fameuse tante Whimsy. Et elle va s'installer là, la fameuse Safia, puis tout ça. Puis elle va rencontrer sa tante, puis ça se passe bien et tout. Ce qui est intéressant là-dedans, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est quelque chose qui est intéressant au fil du récit. C'est ça le but, c'est que l'autrice va vraiment jouer avec le lecteur parce que le lecteur va voir des choses que le personnage principal ne voit pas. Donc nous, on va voir la tante Whimsy. Donc on va comprendre, la tante Whimsy dit à Safia que elle porte des gants parce qu'elle a toujours froid, puis éventuellement elle va finir par lui avouer qu'elle était défigurée, puis c'est pour ça qu'elle ne sort pas beaucoup. Mais nous, on va voir qu'est-ce qui se passe exactement. On va voir à quoi ressemble la tante Whimsy. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas... l'action se déroule. Donc, l'action continue. C'est pas en lien avec... Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on a un point de vue de personne voyante, mais en même temps, on est une personne voyante avec potentiellement les limitations ou les préjugés qu'on peut avoir parce qu'on va voir exactement qu'est-ce qui se passe avec la tante, qu'est-ce qu'elle a de l'air, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, est-ce que la rumeur du monstre est vraie ou pas. Alors que Safia, elle se fie sur la relation qu'elle va développer avec sa tante et tout ça, mais elle ne voit pas sa tante. Donc, je veux dire, visuellement, elle n'a aucune idée de à quoi elle ressemble. Donc, pour elle, ça lui enlève un peu peut-être un biais et tout. Et éventuellement, on va comprendre que la tante, c'est une ancienne exploratrice qui avait découvert des terres inconnues et qui, il y a 8 ans, on comprend qu'elle avait disparu. Puis là, on ne comprend pas trop parce que techniquement, elle serait comme disparue, prétendue morte, mais là, elle est là, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Puis éventuellement, on va se rendre compte que finalement, la bonne à tout faire n'était pas juste une bonne à tout faire. Puis on est dans un monde où c'est possible d'avoir des scientifiques qui se consacrent à l'observation des phénomènes étranges. Et il y a également des gens qui s'occupent de semer le chaos, donc qui travaillent pour le bureau et qui s'occupe de semer le chaos. Et on est là-dedans un petit peu et on va se ramasser dans finalement, un roman graphique d'aventure pour essayer de sauver une zone non découverte ou un peuple oublié des pires affres de la situation. Et en même temps, on va découvrir, on va voir évoluer les personnages, on va voir comment la tante va prendre des décisions par rapport au fait que elle ne sort plus dans le monde depuis 8 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle sort pas? La perception des autres. Et la relation qu'elle a avec sa nièce. Donc, je vous en dirai pas plus, mais ça va vraiment évoluer. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, on est quand même dans un roman graphique à message, entre guillemets. Éventuellement, on passe. Il y a un petit passage peut-être vers le 2 tiers qui est un petit peu plus clairement ceci est un passage à message. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage principal de Safia,
c'est elle qui va un peu mener ça. Puis c'est quelqu'un qui est très lucide par rapport à ça. Puis justement, lucide dans le sens où elle va avoir des émotions par rapport à des choses quand elle va réaliser que certaines choses se sont peut-être pas passées comme elle pensait ou qu'elle n'est pas perçue comme elle l'avait cru. Elle va exprimer des choses qui la dérangent, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va condamner pour autant tout. Donc, c'est très nuancé, c'est super intéressant. On est vraiment, je ne sais pas comment décrire ça. C'est vraiment comme une aventure dans un monde qui implique un peu de fantastique, je dirais. Parce que, tu sais, il y a quand même le bureau du chaos, puis des choses comme ça. Mais en même temps, on est quand même dans un monde régulier où est-ce que, bon, Safia existe. Bon, elle va pas à l'école finalement, mais que, tu sais, on est dans un monde où il y a des humains, là. C'est pas nécessairement c'est pas de la fantasy, là, c'est du fantastique. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça remet beaucoup de choses en question. Puis c'était très dense. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, vers la fin, j'ai l'impression que j'avais tout bien saisi qu'est-ce qui s'était passé. Mais je pense que c'est comme un roman graphique que je relirais potentiellement. Donc vraiment, ça a été une super belle découverte. C'était pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture là, pour moi. My Aunt is a Monster. C'est seulement disponible en anglais en ce moment, mais j'imagine que ça va être traduit comme le Séance Tea Party a été traduit. C'est paru en 2022 en anglais, donc j'imagine que ça va peut-être. C'est un livre qui est paru chez Random House, donc absolument c'est le genre de choses que ils vont peut-être trouver un éditeur français, peut-être européen, pour acheter les droits. Donc, pour vous donner un petit aperçu peut-être du visuel, je vais vous faire des petites. On est vraiment pas loin du visuel de Séance Tea Party. Donc, si ça vous dit, c'est vraiment audacieux. Puis je pense que même si c'est en langue originale, on le comprend très bien. Donc, vous pouvez tenter le coup. Alors, voilà pour ma lecture qui, en fait une de mes lectures aussi pour le Parlant des routes. Alors, écoutez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas trop. Je vais profiter de ma journée de congé sans doute. Est-ce que je vais lire? Est-ce que je vais essayer de faire avancer? Je suis un peu bloquée, je vous dirais, dans ma Parlant des routes parce que, comme je vous dis, je suis tombée un peu dans une situation en ce moment où j'ai moins comme l'impulsion de m'échapper dans des univers livresques, même à la limite de travailler sur les vlogs, même si pourtant ça me plaît habituellement. On dirait que c'est comme moins de motivation. Donc, c'est des choses qui arrivent. Je ne prends pas de décision rapide par rapport à ça. Je vais juste voir comment ça va évoluer et tout. Puis je pense qu'il faut vraiment que j'y aille avec ce qui me tente ou pas. Donc c'est sûr que là, ma pile à lire du Parlant des routes, c'est tous des livres qui me tentaient. Il y en a quand même quelques-uns que je me rends compte que peut-être je suis moins attirée maintenant, mais j'en ai encore deux, trois que vraiment j'aimerais ça avoir lu avant la fin août parce que ça me tente vraiment des lire. Donc premièrement, A Long Way to a Very Small Planet, A Small Angry Planet de Becky Chambers, parce que Becky Chambers, tu sais. Sinon, le deuxième tome des Mémoires de la forêt, parce que je ne l'ai pas encore lu, puis je sais que le troisième tome paraît en Europe à l'automne, donc ça, j'aimerais vraiment lire ça. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi dans ma pile à lire que j'aurais voulu? Oui, Bloomstone Manor, là, je vais mettre la quatrième, pas la quatrième, la couverture ici pour celui-là. Donc, ces trois-là, j'aimerais vraiment ça les avoir lus parce qu'ils me tentent super gros. La seule chose, c'est que ce sont trois livres qui. Bon, le Becky Chambers existe en audio, mais j'arrive pas à le trouver à la bibli. Je sais pas si je veux vraiment comme investir dans un livre audio, quand même, c'est des gros sous. Absolument, j'arrive à les emprunter, donc c'est correct, là, mais je peux pas non plus toujours les acheter. Donc, je vais voir pour le Becky Chambers. Sinon, ça voudrait dire que je le lis en papier, ce qui est correct, mais là, comme je vous disais, j'ai un peu moins de temps par semaine. En même temps, ça se fait peut-être. C'est 3 livres d'environ 400 pages. Je peux sans doute me dire que je lirai ça pour les 2 prochaines semaines en livre papier. Puis c'est juste qu'il faudrait que je me trouve d'autres choses que j'écouterais potentiellement en audio si jamais ça me tente de lire encore des livres audio en auto qui ne viendraient pas trop interférer avec ces lectures-là. Mais je ne sais pas. Je vais justement, je m'apprêtais à essayer de réévaluer mon truc de Parlant des routes. Donc, j'avais noté mes choses pour la Parlant des routes, puis je suis en train de me demander, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y en a que je change de place pour essayer de faire avancer les choses? Il y avait aussi celui-là que j'avais emprunté à la Bibli, Beowulf, qui est un peu lié à la mythologie, puis il y avait une catégorie mythologie dans le Parlant des routes, fait que ça se pourrait que je le change. J'étais pas trop sûre parce que c'est boulé, puis c'est en noir et blanc. Mais j'aime bien bouler habituellement, donc je vais voir ce que je vais faire. Donc, comme vous pouvez voir, on a l'indécision totale. Mais ce que ça veut dire, c'est que je vais sans doute essayer de vous reprendre aujourd'hui, minimalement, pour discuter de tout ça avec vous ou pour vous parler d'une nouvelle lecture. Mais bon, je voulais au moins vous faire un point sur les 2 dernières que j'ai terminées. Alors voilà, à tout de suite! Mais là, je vais m'atteler, je vais faire mes petits muffins avant qu'on parte parce qu'il faut quand même qu'ils soient prêts pour ce soir et qu'ils soient pas trop chauds. C'est frais, tu vois, c'est l'apéro et tout. Donc je vais préparer ça. Voilà, c'est très simple, c'est une petite base de muffins basique. Puis après, je rajoute des petits lardons, voilà, je dis tomate, séché, ok.
bonsoir. Alors, je vous reprends finalement en cette fin de lundi pour vous parler de la dernière lecture que je vais faire pour ce vlog-ci. Je viens tout juste, et c'est fraîchement terminé à la seconde près, de terminer le très remuant The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman. Je l'ai lu en audio en grande partie, mais les dernières peut-être 70 pages, je les ai lues en papier parce que même si j'adorais la lecture audio, parce qu'en fait, c'est lu par l'auteur, donc par Neil Gaiman. C'était excellent, mais bon, j'avais comme vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer, donc j'ai décidé de faire une petite exception. Je sais pas trop comment vous décrire ça. J'ai décidé de lire ce livre-là, finalement, parce que là, quand on s'est parlé, c'était pas trop clair qu'est-ce que j'allais faire. J'ai décidé de lire ce livre-là plutôt que d'autres qui étaient dans ma pile à lire de Pas en déroute. Donc, celui-là va en faire partie. Je fais des petits échanges. C'est un livre que j'avais trouvé, comme vous pouvez le voir, dans le fond, c'est un ancien livre de bibliothèque là, que j'ai trouvé dans une vente de livres. Et j'avais envie de lire du Neil Gaiman parce que j'étais encore dans mon espèce de phase post-Good Omens. Et comme Neil Gaiman a écrit le roman dont a été tiré la série avec Terry Pratchett, j'avais envie de retrouver sa plume. J'avais d'ailleurs également lu The Graveyard Book et j'avais adoré. C'était un mélange savant de sensibilité et de grinçant. C'est vraiment un peu Tim Burton. Puis là, on est encore un peu dans le même genre, évidemment. Sa plume demeure sa plume. Mais on est vraiment une coche plus loin. Je sais pas comment décrire ça. C'est une fable. C'est une... Ouais, je sais pas. Je sais pas comment décrire ça. Ok, bon. Tout d'abord, on va suivre un homme qui revient pour des funérailles dans le fond où est-ce qu'il a vécu quand il était tout petit. Et il va se rendre au bout de la rue, de l'avenue où sa maison était, pour aller rejoindre une maison qui se souvient où il y allait, une ferme, la ferme des Hemstock. Puis il se souvient un petit peu vaguement d'être allé visiter là et tout ça. Puis il va arriver là, il va voir une vieille dame ça va comme un petit peu titiller ses souvenirs, puis il va dire « Ah oui, je me souviens, il me semble que je jouais avec une petite fille qui s'appelait Letty, qui est partie en Australie, puis il y avait un étang à l'arrière, puis elle appelait ça la mer ou l'océan, ou quelque chose comme ça. » Fait que ça commence comme ça, puis la femme qui habite là l'accueille et lui dit écoutez, j'aimerais peut-être ça juste comme aller sur le bord de l'étang pour, comme je sais pas, me replonger un peu dans mes souvenirs. Puis bon, il est dans une phase aussi, il semble avoir eu un deuil récent, donc on dirait qu'il est comme un peu dans ses souvenirs. Et là, il va arriver là et évidemment, on va revenir à l'arrière dans les années 60. On va le retrouver lui alors qu'il est enfant, qui a 7 ans. Et on va comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là, qui est la fameuse Letty, cette fameuse ferme des Hemstock-là. On va le retrouver alors qu'il habite dans une maison pas très loin avec sa sœur et ses parents. Il va finir par aller jouer avec Letty, puis il va se passer comme une espèce d'événement en fait dans la vie. Je recommence. Il va se passer un événement assez grave, assez marquant dans son enfance. Donc on va retrouver quelqu'un qui habitait chez eux, un genre de locataire là, qui habitait chez eux, malheureusement qui va décider d'avoir une fin à ses jours dans la voiture qui appartenait à la famille du personnage principal. Et ce petit garçon-là de 7 ans va comme voir ça, là, la personne suicidée au monoxyde de carbone et tout ça. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que tous les repas de la réalité vont comme un peu bouger. Puis là, pour ça, je vous en dirai pas plus, mais on va vraiment le suivre dans le passé et tout ça. Puis on va comprendre de plus en plus qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a été le rôle de chacun. On va sentir vraiment, on va être plongé au sein de... je sais pas comment dire. L'essence de la création, parce qu'on est avec des humains. On est dans un monde où, là, tu sais, on est vraiment comme dans la... Faut accepter qu'il y a de la magie ou je sais pas trop, des pouvoirs qui existent, qui sont là. On va rencontrer vraiment l'essence du bien et du mal qui se rencontrent et qui luttent et qui sont comme, on dirait, en arrière-plan du monde dans lequel les humains habitent. Puis là, je parle pas de science-fiction, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment comme si ça nous donnait une perspective autre sur la vie qu'on vit sur Terre. Et on va à la rencontre de gens qui sont là depuis toujours, depuis plus longtemps que la Terre, depuis plus longtemps que tout. Et ça m'a fait sourire parce que ça me faisait revenir un peu à Good Omens.
un peu comme si on n'est pas avec le paradis et l'enfer, mais on est un peu avec, disons, les gardiens de la bienveillance, puis des créatures sombres qui sont là, qui essaient de s'immiscer par où ils peuvent pour un petit peu nourrir se nourrir en fait un peu par la peur qu'ils vont créer aux autres et tout ça. Donc c'est un peu spécial parce qu'on n'est jamais trop certain à chaque instant de ce à quoi on a affaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça nous fait vraiment remettre en perspective. À chaque fois qu'on pense qu'on a comme compris potentiellement vers quoi l'auteur veut nous amener comme réalité, qui est une réalité qui est beaucoup plus vaste que l'histoire anecdotique à partir de laquelle ça part. Donc l'homme qui, quand il était jeune, avait 7 ans, puis il y a eu l'événement et tout ça. À chaque fois qu'on pense qu'on a comme réussi à enfin comme avoir un portrait global, on n'a pas encore tout compris jusqu'à la toute fin. Et même jusqu'à la toute fin, ça laisse perplexe. Donc, je pourrais dire que c'est une fable... ouais, ça joue vraiment beaucoup sur la création avec un grand C, donc la création de la vie sur Terre, l'espèce d'illusion entre le réel et l'imaginaire, d'illusion entre qu'est-ce qu'on croit être et qu'est-ce qui est vraiment, puis est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on sache qu'est-ce qui est vraiment pour continuer à bien vivre une vie qu'on croit vivre. Quel résumé! Je ne sais pas comment vous en parler, je pense qu'il faudrait vraiment vous plonger là-dedans. Je l'ai lu en langue originale et c'était excellent. Je sais qu'il existe en français également. Je vais mettre la petite vignette. Donc, il a été traduit. Il existe en français en grand format et en format poche. Je sais pas, je suis complètement... Vous le voyez parce que j'arrive pas à en parler clairement, mais c'est terrifiant des grands bouts. C'est vertigineux. C'est à la limite, surtout que là, je l'ai écouté en audio lu par l'auteur, c'était pas sans rappeler certains Stephen King dans le sens de la qualité de la plume, la qualité de l'univers ou l'ambiance qui est créée. Puis c'est pas qu'on est dans la terreur gratuite, c'est simplement qu'on va à la rencontre de créatures ou de forces qui sont plus grandes que tout. Puis bien évidemment que ça peut pas se dérouler avec calme et douceur et hop, la vie, tout est rose. En même temps, tous les personnages, bien qu'on ne sache pas toujours exactement de quelle nature ils sont, étrangement, on y croit, on s'y attache. Le fait qu'on n'a pas la réponse à toutes nos questions, puis que finalement ça fait plus nous poser encore plus de questions qu'autre chose, c'est quelque chose qui habituellement me dérange beaucoup, mais là, j'ai vraiment été comme vraiment séduite par ça. Donc pour moi, c'est complètement un coup de cœur. À date, là, je n'ai pas lu tant que ça les Neil Gaiman, mais The Graveyard Book, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus concret dans The Graveyard Book. On était quand même avec des notions un peu particulières. Là, un enfant qui a été élevé dans un cimetière par les esprits des gens qui étaient morts dans le cimetière, qui ne pouvaient pas quitter le cimetière. On est quand même dans quelque chose qu'il faut accepter que ça peut se passer. Donc, on est dans du fantasy, mais en même temps, ça se passe quand même dans un monde où il y a des humains. C'est juste qu'il faut comme accepter que notre cerveau sera peut-être pas capable de complètement faire la lumière sur tout ce qui se passe. Mais celui-là, c'est vraiment plus comme une fable, comme je disais. C'est plus comme si on nous racontait un peu l'origine du monde. Un peu. Puis dans le fond, c'est comme si on avait pris cette anecdote-là, cet homme-là qui fait une espèce de pèlerinage. C'est comme si on pouvait s'identifier à lui, puis par son cheminement, puis par qu'est-ce qu'il a vécu, puis qu'est-ce qu'il se souvient ou dont il ne se souvient pas maintenant. Ça nous permet peut-être d'extrapoler, puis de se poser des questions, des grandes questions sur est-ce qu'on habite vraiment dans un monde réel et tout ça. Donc, je sais pas. Puis, on est vraiment pas dans la science-fiction. Fait que, comme je vous dis, là, on travaille juste avec les grandes forces qui peuvent avoir créé la vie sur Terre. Je me sens tellement ésotérique. Mais c'est pas ça du tout, parce que moi, je décroche facilement quand c'est trop ésotérique. Mais faites-vous votre propre idée. Allez-y. C'est une petite plaquette. Là. En livre audio, ça a duré quand même 6 heures, parce que l'auteur le lit avec
tellement de justesse, tellement de talent, il prend son temps, évidemment, c'est ses mots, mais c'est pas tous les auteurs qui ont la capacité de lire aussi bien que ça. Donc, il lit, on y est, donc il prend vraiment son temps parce que techniquement, c'est un livre de 175 pages. Puis habituellement, 175 pages, ça aurait été plus quelque chose comme 4 heures à peu près en livre audio. Mais là, on voit que vraiment, lui, il a voulu, il a voulu bien poser ça, puis c'est très apprécié. Donc, ben voilà, si jamais vous avez la chance de découvrir ça, ça a été complètement une découverte impromptue. Je m'étais pas du tout enlignée pour ça, puis c'était parfait en fait finalement. C'est d'aller chercher la plume de Neil Gaiman qui m'a permis de trouver ce dont j'avais besoin, on dirait, pour le moment, comme lecture, pour clore cette fameuse semaine étrange. Alors, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais terminer le vlog ici en espérant que malgré le format un petit peu bizarre, mes questionnements, mes pouf, ça vous a plu. Ben, comme ça, si jamais ça vous dit, vous pouvez toujours me soutenir avec un petit pouce en l'air, abonnement, partage sur les réseaux pour que ça donne plus de visibilité à la chaîne vu qu'elle n'est pas très connue encore. Puis sinon, en fait, surtout, j'aurais envie que vous jasiez lecture dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà lu du Neil Gaiman? Est-ce que c'est quelque chose que vous osez pas encore aborder? Sachez que moi, c'est pas exactement mon genre habituellement. J'ai jamais osé au début, j'étais pas sûre. Puis maintenant que je suis tombée dedans, on dirait que c'est exactement le bon dosage, la qualité de la plume, le bon dosage entre le réel et l'improbable et le possible. Puis, donc, si jamais vous voulez essayer, pourquoi pas. Et puis, ben, c'est ça. Si jamais vous avez d'autres suggestions dans la vaste œuvre de Neil Gaiman à me faire, ben, je serais bien heureuse de les connaître. Alors, sur ce, écoutez, je vous souhaite de superbes lectures, puis je vous dis à la prochaine.